le but de l'exposé, ça va être d'une part de présenter assez rapidement le principe de la blockchain et des crypto-monnaies, mais après je vais surtout me concentrer sur les crypto-monnaies. Ensuite, j'évoquerai 2 points qu'un esprit critique devrait soulever concernant justement les crypto-monnaies et qui ne sont pas toujours soulevés. Enfin, je ne suis pas le seul évidemment à soulever ces points-là. L'un sera lié à la notion de décentralisation et l'autre sera lié à la consommation d'énergie et à ce qu'on appelle les protocoles de preuve pour les consensus. Alors, donc l'histoire de la blockchain au sens un petit peu strict, elle commence en 2008 quand un certain Satoshi Nakamoto publie un papier où il décrit le mode de fonctionnement d'une monnaie qui fonctionnera en pair à pair, c'est-à-dire sans responsable central, sans contrôle central. Et donc, contrairement, par exemple, au dollar ou à l'euro. Et puis, donc, il y a la description du principe, et puis la mise en œuvre du principe, elle est faite le 3 janvier 2009, donc ça fait maintenant 13 ans, un peu plus de 13 ans, et c'est mis en fonctionnement, et à ce moment-là, les premiers bitcoins sont créés. Alors, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, ou il y a très peu de gens qui le savent, et j'en fais pas partie. Alors, l'idée, et il faut vraiment en revenir à cette idée de base, c'est que sur ce que va être une blockchain et ce que va être la décentralisation. Alors, une façon un petit peu simple d'expliquer ce que c'est qu'une blockchain. Une blockchain, ça serait un fichier, donc un livre, qui serait ouvert et qui serait accessible à tout le monde, par exemple déposé au pied de l'obélisque, où tout le monde pourrait écrire. Et puis, au fur et à mesure des nécessités, quand les pages ont été écrites, on en rajouterait. Et puis, on n'effacerait jamais rien et on rajouterait des pages au fur et à mesure de l'obligation. Alors, donc ça serait un grand livre impossible à effacer, où tout le monde peut écrire et que tout le monde peut lire. Ce serait ça l'idée de la blockchain. Les pages seraient datées, parce que quand on rajoute des pages, on mettrait la date où la page a été datée. Et les pages seraient liées entre elles, parce qu'il y aurait une sorte de reliure automatique là, qui permettrait de rajouter des pages et ensuite de ne plus changer l'ordre des pages. Et puis elles seraient protégées, par exemple, par un cordon de policiers qui s'arrangerait pour que personne ne puisse modifier ce qu'il y a décrit. Par contre, tout le monde pourrait aller lire. Alors évidemment, ça serait un petit peu gênant parce que les gens pourraient se bousculer, ceux qui veulent écrire quelque chose et ceux qui veulent lire sur les pages anciennes. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on va utiliser un réseau informatique et on va utiliser un réseau pair à pair, c'est-à-dire un réseau de machines qui s'échangent des informations sans autorité centrale. C'est-à-dire que les informations circulent sur le réseau et dans le fonctionnement du Bitcoin, les informations vont circuler à tous les nœuds qu'on va appeler les nœuds validateurs, tous les nœuds qui sont chargés de garder la blockchain et de la faire fonctionner. Et puis, ce fichier donc, qui représente le livre qu'il y avait sur la place de la Concorde, en fait, il va être recopié en chaque nœud du réseau. Donc, il va y avoir ce qu'on peut qualifier d'une redondance de l'information. Chaque nœud du réseau va détenir une copie du fichier blockchain. Et quand on va rajouter de nouvelles pages, au fichier blockchain, il y aura une sorte de procédé qui fera que chaque nœud du réseau rajoutera la même page. Et donc, il y aura un consensus sur ce qui est écrit sur ce fichier, sur ce registre, puisqu'il est ineffaçable, on peut parler de registre. Et ce consensus, c'est une façon d'établir des informations qui vont être sûres, ou en tous les cas qui vont avoir l'approbation de tous les nœuds du réseau. Donc il n'y a pas de tiers de confiance, c'est ça, c'est se débarrasser des tiers de confiance, puisque c'est l'accord entre les différents nœuds qui va créer l'information considérée comme valide sur le fichier blockchain. La sécurité est assurée par divers procédés, je vais en reparler un peu plus loin, mais ce qui est important surtout, c'est la redondance de l'information et aussi redondance des vérifications. Quand des informations vont circuler sur le réseau et vont être rajoutées sous la forme de nouvelles pages sur la blockchain, donc qui vont rallonger la blockchain, en fait, il y aura eu une vérification de ces informations par chaque nœud du réseau. Donc redondance de l'information et redondance du calcul, c'est ça qui est important.
Donc voilà, chaque nœud contrôle chaque opération et enregistre. Donc ça crée un consensus, une confiance. Alors, je ne vais pas trop détailler ce transparent pour pas perdre trop de temps. Donc, c'est une sorte de définition un petit peu plus précise de ce qu'est une blockchain. Donc, c'est un registre, un fichier partagé, mais au sens de multiplier en chaque nœud d'un réseau sans autorité centrale, infalsifiable. Tout simplement parce que comme il est recopié en chaque nœud, il n'est pas possible d'aller truquer le fichier, ou alors il faudrait le truquer simultanément en tous les nœuds du réseau, ce qui est matériellement impossible, ou en tous les cas très difficile. Indestructible, aussi parce qu'il est multiplié. S'il y a certains nœuds du réseau qui disparaissent, tant pis, le réseau continue à exister, et chaque nœud restant continue à garder la blockchain. Et donc, composé de blocs ou pages. Alors on parle de blockchain, ou on pourrait parler de chaînes de pages si on voulait parler français entièrement, et qui sont successivement validés, datés et conservés par ordre chronologique. Alors ça, c'est le principe général des blockchains, et on comprend bien l'intérêt que ça a si on arrive à faire fonctionner quelque chose comme ça. C'est que ça va créer vraiment des informations qui vont avoir été validées par tout un ensemble de nœuds. Et par exemple, sur le réseau Bitcoin, il y a 15 000 nœuds validateurs aujourd'hui qui fonctionnent. Donc c'est une sorte de super validation, super redondance. Alors, je passe un petit peu vite sur les diverses options, parce qu'il y a toutes sortes de variantes possibles de l'implémentation physique de cette idée. Le fichier peut être ouvert en écriture à tout le monde peut écrire dessus ou pas. Et il peut être ouvert en lecture à tout le monde ou pas. Donc toutes les options sont possibles. Donc les réseaux qui seraient uniquement réservés à un nombre limité d'utilisateurs, ils vont être fermés en écriture et fermés en lecture, et puis seul un petit nombre d'utilisateurs désignés serait capable d'écrire. Mais dans le cas du Bitcoin et dans le cas des crypto-monnaies en général, le fichier blockchain est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller écrire dessus. Pas n'importe quoi, il y a une sorte de règle, il y a des règles d'écriture, et tout le monde peut lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Donc il y a quelque chose qui est parfaitement public. Autre point qui peut être décliné de plusieurs façons, l'identité des utilisateurs et des validateurs. Alors j'ai écrit 2 fois la même chose, je crois. Non, l'identité des utilisateurs. Alors les validateurs, c'est les nœuds du réseau. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'autres intervenants qui peuvent utiliser la blockchain quand elle existe. C'est des utilisateurs qui ne vont pas conserver une copie de la blockchain et qui ne vont pas faire les contrôles et les validations qu'il y a à faire. Donc, il y a un problème d'identification des gens. Est-ce qu'ils peuvent travailler de manière anonyme ou pas? Donc, le problème se pose à la fois pour les validateurs, est-ce que les validateurs peuvent être anonymes, et pour les utilisateurs, est-ce que les utilisateurs peuvent être anonymes? Alors, je vais parler principalement du Bitcoin, donc je vais préciser ce qu'il en est pour le Bitcoin. Dans le cas du Bitcoin, les validateurs peuvent être anonymes s'ils le souhaitent, et les utilisateurs peuvent être anonymes s'ils le souhaitent. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu étonnant, que le système de validation soit fait par des gens qui peuvent être anonymes, par des nœuds du réseau qui peuvent être anonymes, et les utilisateurs peuvent détenir, ça va être dans le cas des bitcoins, des unités qui ont une certaine valeur, de manière anonyme. Alors après, il y aura un problème sur la façon dont fonctionnent les principes de validation, donc c'est ce qu'on appelle les problèmes de consensus, et je vais en parler plus loin, et ça sera important, c'est la preuve de travail ou la preuve d'enjeu, qui sont les 2 principales méthodes qui se disputent les situations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie cryptographique dans cette histoire-là? Une monnaie cryptographique dans cette histoire-là, c'est effectivement un fichier blockchain, donc avec un réseau de nœuds qui s'échangent des informations pour faire la mise à jour des pages. Et essentiellement, ce fichier, il va contenir des informations sur qui détient quoi. Donc, par exemple, si un certain nombre de bitcoins ont été attribués, alors je vais dire n'importe quoi, au compte numéro 12, eh bien, ça sera inscrit sur la blockchain. Et à chaque fois qu'un détenteur de bitcoin, donc quelqu'un qui aura ouvert un compte et qui détiendra des bitcoins, fera une opération, alors les opérations les plus simples, ça va être des transactions, qui va envoyer par exemple 3 bitcoins de son compte qui en détient 12 vers un autre compte, eh bien, ça sera une transaction qui circulera sur le réseau et qui sera validée par tous les validateurs et qui s'inscrira sur la blockchain, non pas instantanément, mais au bout d'une certaine période qui est d'environ 10 minutes, si tout se passe bien et si la transaction a été bien formulée.
et qui restera indéfiniment. Donc toutes les transactions, ça c'est quelque chose qui est un petit peu étonnant quand on le découvre pour la première fois, toutes les transactions qui ont été faites depuis 2009 concernant les bitcoins sont inscrites sur la blockchain du bitcoin qui les détient tous, donc ça permet de faire toutes sortes de contrôles. Juste pour être sûr, tout le monde a à peu près compris les choses, là, sinon levez la main si vous voulez une explication. Oui, allez-y. Oui, c'est comme un historique, mais alors, c'est comme un historique, et le fait de connaître toute l'historique des créations de Bitcoin, à quel compte ils ont été attribués, et des circulations du Bitcoin de tel compte en tel compte, ça permet de savoir, à l'instant où on est arrivé, combien détient tel compte ou tel autre. Mais on peut faire une sorte de contrôle et on peut remonter en arrière sur la façon dont les Bitcoins sont arrivés sur un certain compte. Oui, désolé, mais je crois. J'entends pas, excusez-moi. Oui, alors ça c'est le problème de savoir si on ne risque pas d'arriver à une sorte de saturation qui dépasserait les capacités. Alors dans le cas de Bitcoin, mais moi je ne voudrais pas insister trop sur des détails comme ça aujourd'hui, sinon je vais parler que de ça. Donc dans le cas, non, mais vous avez raison de poser la question quand même, parce que moi c'est la première question que je me suis posée quand on m'a parlé de ça. Donc on m'a parlé des Bitcoins, la blockchain. Donc dans le cas du Bitcoin, chaque page est limitée en taille à 1 mégaoctet d'informations, et donc la croissance se fait de manière linéaire aux fonctions du temps, à raison d'une nouvelle page toutes les 10 minutes. Et donc aujourd'hui, on est arrivé, alors je n'ai pas exactement en tête, je crois que c'est 500 gigas, donc c'est tout à fait raisonnable. Et puis on peut... Ça tient sur un disque dur. Et dernière précision, quand Jean-Paul disait on peut écrire n'importe quoi sur la blockchain, en fait, on écrit essentiellement des transactions de Bitcoin. C'est ça. Julie donne 3 Bitcoins à Martin, et ce qui fait référence sur les Bitcoins, c'est ce registre. C'est ça. On peut écrire aussi d'autres choses parce qu'il y a une partie de commentaires où on peut mettre, pour le coup, n'importe quoi. Alors, donc je reviens pas. Plutôt, très rapidement, j'explique la différence entre centralisé et pair à pair, mais je pense que le schéma est très clair. Quand vous faites une transaction de votre banque, donc de votre compte en banque vers un autre compte en banque, ben ça passe par les ordinateurs centraux de votre banque, la Société Générale par exemple, alors qui va éventuellement communiquer avec le Crédit Lyonnais, etc. Mais c'est centralisé. Voilà, bien comprendre. Dans le cas du Bitcoin ou des monnaies cryptographiques, il y a un certain nombre de validateurs ici qui sont représentés par des gros ordinateurs. Et puis, les utilisateurs, je les ai représentés par des petits ordinateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que seuls les gros ordinateurs détiennent effectivement une copie de la blockchain et font les validations. Ici, on m'a fait le reproche une fois de mettre des traits entre tous les nœuds validateurs. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand une information circule sur le réseau, elle finit par arriver à tous les nœuds, mais pas forcément en une étape, comme c'est dessiné ici de manière un petit peu simplifiée. Toutes les informations, je l'ai dit, sont publiques. Donc, et par exemple, il y a des sites qui vous permettent de consulter les informations au fur et à mesure qu'elles évoluent. Telle transaction est passée, telle page a été rajoutée, etc., etc. Alors, ça, c'est important parce que ça va me permettre de parler un petit peu de la situation aujourd'hui. Alors, c'est pas aujourd'hui, je crois que c'était lundi que j'ai fait ce transparent. Donc, ici, j'ai mis les 10 plus importantes crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Comment on les classe par importance? On les classe par importance d'une manière très simple. Chaque crypto-monnaie a fait circuler un certain nombre de jetons, d'unités. Par exemple, dans le cas du Bitcoin, on les appelle des Bitcoins. Dans le cas d'Ethereum, on les appelle des Ethers. Et donc, il y a une cotation qui est faite pour ces unités. Alors, elle est faite dans une multitude en fait, de centres qui commercialisent, qui gèrent des échanges entre les gens qui détiennent des crypto-monnaies et donc qui connaissent à quelle valeur s'échangent effectivement ces crypto-monnaies. Et donc, il y a une valeur qui n'est pas officielle, mais qui est à peu près la même dans toutes les plateformes d'échange pour chaque crypto-monnaie. Et par exemple, à l'instant où j'ai fait ce transparent, le Bitcoin valait 38 000 $. Et il y avait 19 millions, alors je ne sais pas si on voit, si c'est ça, 19 millions de bitcoins qui avaient été émis. Et en multipliant 19 millions par 38 000 $, vous arrivez à la capitalisation du bitcoin, c'est-à-dire la valeur en dollars de tous les bitcoins qui existent aujourd'hui et qui sont déposés sur des comptes. Et on arrive à la somme quand même assez impressionnante de 739 milliards de dollars
de Bitcoin qui existent aujourd'hui et qui sont sur les comptes de monsieur X ou de monsieur Y. Ethereum, c'est beaucoup plus, c'est plus petit puisque c'est seulement 349 milliards. Et puis, il y a un certain type de crypto-monnaie qui est intéressante et qui pose des problèmes législatifs assez particuliers. Ce sont les stablecoins. Donc, on pourrait dire les jetons stables. C'est-à-dire, il y a un mécanisme d'achat et de revente de ces jetons stables qui fait que jamais ils ne vaudront plus ou moins que $1. À 1% près. Donc si tout se passe bien, effectivement, le Tether, il vaut toujours $1. Et alors ce qui est amusant, c'est que finalement des Tethers, donc, pour le coup, il n'y a pas de risque que la valeur s'effondre ou il n'y a pas non plus de risque de devenir riche parce que le Tether va prendre de la valeur. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien qu'il y ait beaucoup moins de Tether en circulation, le volume de transactions qui est fait en Tether, il est plus important que le volume de transactions qui est fait en Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Bon, et puis il y en a d'autres. Là, je vais pas faire de commentaires. Alors là, vous avez un autre stablecoin, mais qui vaut un petit peu moins que 1. Il vaut 0,9997, le jour où j'ai fait ce transparent. Oui. La valeur qu'on accorde, tu me dis si j'ai une bêtise, au Bitcoin ou à n'importe quelle crypto-monnaie n'est pas dans la blockchain. C'est la valeur qui est donnée par le marché. Ouais. Et la blockchain en elle-même, elle ne contient que la crypto-monnaie, c'est-à-dire des bitcoins, et elle ne contient que des personnes qui détiennent des bitcoins et qui se passent des bitcoins. Ça, c'est la blockchain. Et la valeur, ça c'est important que tu attribues, c'est simplement le marché, les gens qui l'achètent, mais c'est en dehors de la blockchain. D'où vient la valeur? Du fait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ça pour ça. Je ne peux pas dire quelque chose de plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça vaut ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va continuer à monter. Parce qu'au tout départ, le Bitcoin n'était même pas coté. Donc, en fait, il ne valait même pas $0. À un moment donné, il a valu $1, après 10, après 100, après 1000, etc. Et maintenant, il est arrivé à 40 000. Alors, je vais vous montrer les... Juste une chose, excuse-moi, mais voilà. Ce qui est important à préciser, c'est la manière dont on peut obtenir des bitcoins, c'est-à-dire de quoi ils naissent. Je dis ça pour et je crois que c'est important à préciser. Si vous voulez avoir des bitcoins, vous avez deux manières pour en obtenir. La première, c'est d'être un des nœuds certificateurs, validateurs dont on parlait. Et il y a un mécanisme, Jean-Paul y reviendra, qui vous permet de, en gros, toutes les 10 minutes, quand une page est créée, il y a des bitcoins qui sont créés, qui sont alloués à des gens. Jean-Paul en parlera. Ça, c'est une première manière de l'obtenir. La deuxième manière, tout simplement, c'est d'en acheter à des gens qui en possèdent. Et du coup, la valeur, elle est fixée par ça. C'est-à-dire que si vous avez des euros ou des dollars et que vous voulez avoir des bitcoins, soit vous rentrez dans la logique là-dedans et vous allez récupérer des bitcoins qui sont créés par la blockchain, soit vous allez en acheter auprès de gens et c'est ça qui va donner à un moment donné... je précise que... Pardon ? Oui, on peut dire ça, si on veut, parce qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions. Mais il y a une troisième façon de détenir des bitcoins, c'est d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange, vous leur envoyez par exemple des euros, et ils vont acheter pour vous, mais c'est eux qui vont les garder, les bitcoins qui vont avoir acheté. Et ça va être très important quand je vais en parler, puisque justement, cette façon de détenir des bitcoins qui est utilisée par beaucoup de gens qui en détiennent, en fait, elle n'est pas conforme au principe de la redondance et de la décentralisation. Mais ça, c'est quelque chose que je veux dire plus tard. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en veulent ? Parce que ça monte. Alors, ça monte, vous voyez le schéma sous les yeux, le schéma sous les yeux, ça monte, mais aussi ça descend de temps en temps. Et par exemple, j'ai indiqué un certain nombre de cours qui doivent vous faire réfléchir quand même si vous voulez en acheter. Par exemple, en janvier 2017, le Bitcoin valait aux alentours de $1000. Et puis, folie spéculative, c'est ce qu'on voit ici. C'est ça. Fin 2017, au mois de décembre 2017, il valait $20 000. Donc il y avait une sorte de folie qui s'est développée et des gens ont été prêts à l'acheter jusqu'à $20 000. Mais seulement un an après, il valait $3000. Donc si vous l'avez acheté à 20 000, vous n'avez pas fait une bonne affaire. C'est ça qu'il faut quand même retenir. Alors ensuite, ça a été un petit peu relativement stable, on a l'impression là. Et puis récemment, c'est-à-dire en 2020 et 2021, il y a à nouveau un pic qui est apparu, avec une descente aussi. Donc par exemple, au mois de juillet 2021,
je vais prendre plutôt au mois de novembre 2021, il valait 67 000, c'est le dernier pic en hauteur. Et puis maintenant, il vaut 39 000. Donc vous pouvez faire des affaires, mais vous pouvez aussi perdre de l'argent si vous l'achetez au mauvais moment. Alors, je passe rapidement là-dessus. Ça, c'est la dominance de Bitcoin, c'est l'importance qu'ont les Bitcoins par rapport aux autres crypto-monnaies. Donc vous avez vu que le Bitcoin est très largement dominant, puisque à lui tout seul, il fait 739 milliards de dollars, alors que le total de toutes les crypto-monnaies, il fait 1800 milliards. Donc il représente en fait 41% de toutes les crypto-monnaies. Et cette dominance, elle évolue, mais elle évolue plutôt à la baisse, bien que ce ne soit pas aussi clair que ça. Ça. Alors si on compare en milliards de dollars ce que valent les bitcoins et les crypto-monnaies d'une manière générale, ben c'est équivalent à tout ce qui existe en billets en euros, à peu près, quand on prend toutes les crypto-monnaies. Pareil pour les dollars. Bon, c'est de l'ordre de grandeur de la valorisation d'Apple, etc. C'est quand même nettement moins que l'or. L'or, c'est 8 000 milliards de dollars et les crypto-monnaies, c'est tout juste 2 000. Alors, quel est l'intérêt du Bitcoin d'une manière générale et des crypto-monnaies, enfin des crypto-monnaies de manière générale? C'est qu'en fait, on peut faire des transactions, donc ça c'est bien, ça permet de détenir, mais on peut aussi faire des choses plus complexes. Donc c'est en particulier ce que font les smart contracts, je ne vais pas en parler, mais vous pouvez par exemple envoyer des transactions qui ne seront exécutées qu'à partir d'une certaine date, par exemple 2025. Donc, mais vous envoyez la transaction qui correspond à ça. Vous pouvez aussi envoyer des transactions qui ne seront exécutées que quand 3 détenteurs parmi 5, ou 2 parmi 7, ou ce que vous voulez, seront d'accord pour signer la transaction. D'accord ? Donc, on peut faire des choses plus complexes que ne permettent pas en général les banques. Donc là, il y a une sorte de fluidité. Alors, pour être précis, ce n'est pas le Bitcoin au sens crypto-monnaie qui le permet, mais c'est la blockchain comme support de transaction. Oui, alors Bitcoin, c'est un mot qu'on utilise à la fois pour l'unité de compte, un Bitcoin qui vaut 40 000 $, mais c'est aussi ce qu'on utilise pour le système, le protocole Bitcoin, la blockchain Bitcoin. Donc le mot Bitcoin, dans ce cas-là, c'était bien le registre qui permet d'écrire des choses et qui vont rester là. Oui, voilà. Donc ce qui est conçu dans le système permet effectivement de faire ces transactions, 3 détenteurs parmi 5 ou des choses comme ça. Alors la mauvaise réputation, elle est dans l'usage du Bitcoin, parce qu'on peut faire du blanchiment d'argent, on peut faire du trafic de drogue, etc., puisque c'est justement l'anonymat de la détention des comptes vous permet d'envoyer une somme très importante, je ne sais pas, en Australie si vous voulez, en quelques minutes. Mais ces usages frauduleux ou louches qu'on peut faire avec le Bitcoin, il y a la même chose pour l'euro et pour le dollar. Par contre, et j'insiste quand même là-dessus, le protocole depuis 13 ans, il fonctionne parfaitement bien. C'est-à-dire personne n'a créé de faux Bitcoin ou personne n'a déplacé sans l'accord du détenteur du compte des Bitcoins d'un compte vers un autre. Donc le fonctionnement des Bitcoins, il est parfait. L'usage qu'on en fait à cause de l'anonymat qui est autorisé quand on en détient, là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses. Oui. Pardon ? Il y a déjà eu des failles et de la création artificielle de Bitcoin. Alors, il y a eu une fois un accident en 2010, mais qui a été corrigé. Et donc, du coup, tous les Bitcoins qui existent aujourd'hui sont bien conforme au protocole, que je vais un tout petit peu détailler. Alors, si je vais donner une sorte de slogan. Donc, on peut dire que l'Internet permet la circulation d'informations de pair à pair, sans qu'il y ait forcément de contrôle central. Et ce système de blockchain, et c'est là où il est révolutionnaire, où c'est quelque chose qui est vraiment très important sur un plan informatique, et ça le restera tout le temps, il permet de faire circuler des objets auxquels on attribue de la valeur, donc une certaine valeur en dollars ou en euros par exemple, de pair à pair. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et pourquoi est-ce qu'avant on ne pouvait pas faire circuler un billet sur Internet de pair à pair? Parce que si vous recevez le billet, vous pouvez le dupliquer, vous en avez 2, donc ça signifie qu'on ne peut pas attribuer de valeur aux objets informatiques qui circulent. Mais grâce à ce système de compte qui est sûr, dont le fonctionnement est absolument sûr à cause de la redondance des calculs et des contrôles, on peut faire circuler de la valeur. Alors, quelques précisions sur le Bitcoin, parce que c'est important au moins de détailler un petit peu ce qui se passe pour l'une. Donc il y aura 21 millions de bitcoins en tout qui seront émis. Le principe d'émission, c'est le suivant. Dans les
4 premières années, il y avait 50 bitcoins qui étaient émis toutes les 10 minutes. Ensuite, ça a été divisé par 2. Il y a eu 25 bitcoins qui ont été émis toutes les 10 minutes. Ensuite, 12,5 et maintenant, c'est 6,25. Et puis, si vous avez encore quelques souvenirs de maths ou si vous vous souvenez bien de vos maths, la somme 1 plus 1,5 plus 1 quart, etc., eh bien, quand on fait le compte, on arrive à 21 millions de bitcoins qui seront émis. En fait, le bitcoin est divisible en 100 millionièmes. Donc, quand on arrivera, à force de diviser par 2, à quelque chose d'inférieur à un 100 millionième, il n'y aura plus d'émission. Et ça se produira en 2140. Donc, on a quand même le temps d'y penser. Donc, les comptes sont anonymes, les validateurs sont anonymes, tout le monde peut être validateur. Donc, il y a une sorte d'ouverture qui est très importante dans la façon dont fonctionne le Bitcoin. T'as raison. Non, mais j'ai donné un cours à une époque là-dessus et donc oui, j'ai on toutes dit les pseudonyme. Voilà. En fait, l'anonymat, on va se dire, mais alors comment je suis identifié quand on dit Julie a des bitcoins si on la connaît pas? Donc en fait, on a une clé un peu comme un RIB. Simplement, votre RIB bancaire, c'est une clé qui permet de dire la clé numéro 22. En fait, c'est plus compliqué. Possède 4 bitcoins. Ça, c'est dans la blockchain, mais personne ne sait qui est la clé 22. Et si vous êtes possesseur de cette clé 22, vous avez une manière d'accéder à ça, c'est vos identifiants, mais il n'y a que vous qui les connaissez. Donc en fait, il y a un pseudo-anonymat, c'est-à-dire que dans la blockchain, on va trouver non pas les noms des personnes, mais on va trouver la clé numéro 22, elle possède ça. La clé numéro 22 donne un bitcoin, c'est la clé 24. Donc on peut retracer. Si moi j'ai un bitcoin, je peux retracer quelle clé me l'a donné et remonter à l'historique jusqu'à la création de ce bitcoin qui a été créé peut-être à la transaction 2450 et cette transaction a donné 50 bitcoins à celui qui a validé la page. Voilà, c'est un pseudo-anonymat, mais on ne remonte jamais au nom de la personne. Vous pouvez ouvrir un compte sur la blockchain, vous allez le faire par vous-même, vous aurez votre clé, elle est assez compliquée et personne ne saura qui est derrière. Vous vouliez poser une question? Il est même pas possible. Ah non, j'avais vu, j'avais cru. Il n'est même pas possible de donner son nom. Ce n'est pas prévu dans le protocole. Quand vous créez un compte, vous obtenez la clé publique du compte et vous avez la clé privée qu'il faut garder puisque c'est elle qui vous permet de faire les mouvements. Mais juste pour terminer, je veux dire, par exemple, le fisc aujourd'hui en France exige une transparence sur les gens qui possèdent des comptes en Bitcoin. Bien sûr, ils ne vous demandent pas la clé privée, mais ils vous demandent la clé publique. Ouais. Si vous ne le faites pas, ils ont pas vraiment d'outils pour savoir que vous détenez un compte, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Alors, l'esprit critique, parlons-en. Il y a une sorte d'incohérence dans la façon dont les gens utilisent, ou certaines personnes, beaucoup de personnes, utilisent le Bitcoin et les crypto-monnaies d'une manière générale. Ce qui crée la valeur du concept de blockchain et de crypto-monnaie, c'est le système de réseau pair à pair, avec redondance de la mémorisation des informations, comme ça, si la moitié du réseau disparaît, ça continue à fonctionner parfaitement, et la validation qui est aussi faite par chaque nœud. C'est ça qui crée la valeur, c'est la décentralisation dans ce sens-là. Dans le sens, chaque nœud fait en fait tout le travail de conservation de l'information et de validation des transactions. Or, quand vous utilisez une plateforme d'échange, ce que beaucoup de gens font pour détenir des bitcoins, donc ils ouvrent un compte, comme on ouvre un compte sur une banque, mais à ce moment-là, en déclarant son identité et en disant qu'avec l'argent qu'on va verser sur ce compte d'acheter tant de bitcoins, à ce moment-là, vous êtes complètement en dehors de l'idée de décentralisation, puisque vous passez par un tiers de confiance qui est cette plateforme d'échange qui va effectivement détenir pour vous ces bitcoins ou ces autres crypto-monnaies. Ce qui a fait le succès de l'idée, ce qui constitue en fait le coup génial de Satoshi Nakamoto, en fait vous l'oubliez parce que vous voulez juste spéculer en achetant des bitcoins et en espérant qu'ils vont monter. Donc c'est un véritable coup de génie de Nakamoto d'avoir su concevoir son système, mais qui permet de se passer de tiers de confiance. Mais si vous en utilisez, vous faites autre chose. Voilà. Donc c'est ce que je disais, de très nombreux détenteurs de crypto-monnaies, en fait, utilisent des plateformes d'échange. Et c'est une grave erreur, parce qu'en fait, le nombre d'accidents qu'il y a eu, ou d'escroqueries à partir des plateformes d'échange, il est incroyable. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui ont disparu de ces plateformes d'échange, parce qu'elles peuvent se situer n'importe où dans le monde, et parce que celui qui fait fonctionner la plateforme d'échange, il peut partir avec la caisse, si j'ose dire, ou
il peut faire plus, il peut prétendre qu'on lui a volé les bitcoins. Parce que son compte était mal sécurisé, il avait mal protégé sa clé. Et quand il va prétendre ça, on ne saura pas si c'est vrai qu'il s'est fait voler la clé du compte dans lequel il détenait les bitcoins pour ses clients, ou si effectivement c'est lui qui les a fait verser sur un autre compte qui n'est pas celui de la plateforme et qui les garde pour lui ou en réserve pour un peu plus tard. Et il y a des milliards de dollars qui ont disparu de cette façon-là. Il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est les NFT. Vous avez tous entendu parler de ça, le non-fungible token. Tous. Alors, bon, je ne vais pas détailler ce que c'est parce que c'est un petit peu compliqué, mais il faut bien comprendre que si ça vous intéresse, il faudra que vous regardiez de plus près. Les NFT, ça fonctionne sur des tiers de confiance. Il y a la plateforme qui émet un NFT, c'est un tiers de confiance. Et en plus, elle peut, en général, elle s'appuie sur une sorte de détenteur par exemple de l'œuvre graphique qui est créée sous forme dont un double est créé sous forme de NFT, et il faut qu'elle ait l'accord effectivement de celui qui est détenteur en quelque sorte du droit moral sur l'objet qui est transformé sous forme de NFT. Donc il y a presque en fait 2 tiers de confiance dans le cas des NFT. Et d'ailleurs, il y a toutes sortes d'escroqueries qui ont eu lieu, des NFT qui ont été créés sans l'accord du véritable détenteurs des droits sur l'œuvre ou des choses comme ça. Les stablecoins aussi, malheureusement, si on y regarde bien comment elles fonctionnent, les stablecoins, puisqu'il y a une entreprise qui assure qu'elle va acheter $1, par exemple, c'est un stablecoin qui est basé sur le dollar, et qu'elle va vendre les jetons $1 et qu'elle va les racheter $1, ben, elle a le pouvoir de créer autant qu'elle veut d'unités, qui valent $1 chacune, et le pouvoir de les racheter et de les supprimer quand elle les a rachetés du circuit de fonctionnement de la blockchain. Et d'ailleurs, Tether, qui est le stablecoin le premier, ben en fait, on doute qu'il détienne réellement la contrepartie correspondant à toutes les unités de jetons, tous les jetons qu'il a émis. Normalement, la confiance sur la valeur de $1 pour un Tether, elle est basée sur le fait que celui qui a créé les jetons va être prêt à les racheter, quel que soit le nombre de jetons qu'on lui propose pour $1. Mais s'il n'a pas gardé l'argent, ou s'il n'en a gardé qu'une partie, bah, c'est pas vrai que si tous ceux qui détiennent des Tethers veulent les changer en dollars, ils pourront le faire. Il n'y aura pas assez. Et c'est ce qui se passe pour le Tether. Ce qui est vrai aussi pour les banques. Pardon ? Les banques n'ont pas toujours la contrepartie de tout ce que... Oui, d'accord. Mais là, oui, dans la logique blockchain... Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait fascinant dans cette histoire-là, c'est que finalement, l'entreprise qui s'appelle Limited Tether, elle peut créer autant de jetons qu'elle veut $1. Il y a d'autres choses, ça s'appelle les ICO, etc., dont je ne parle pas. Et donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de comportement absurde qu'un esprit critique devrait contester concernant cette façon d'utiliser les blockchains et donc les crypto-monnaies. Pourquoi ? Alors là, on peut discuter de l'attrait du profit, l'idée que ça a monté, donc ça va encore monter. Moi, je connais des gens qui disent ça. Ça a monté, ça a toujours monté quand on regarde sur le long terme, donc ça va encore monter, donc j'en achète. Bon, très bien. Alors, dernier point que je veux aborder, parce qu'il est important, il est assez indépendant, c'est le problème de l'algorithme de consensus, et ce qui fait, vous avez tous entendu parler de ça, que le Bitcoin dépense une quantité d'électricité tout à fait majeure. Et je vais donner des chiffres. Alors, d'où vient cette quantité d'électricité, d'énergie électrique qui est consommée par le Bitcoin ? Ben, il vient d'un problème qui est le problème des attaques civiles. Alors, j'explique l'idée. Pour qu'un réseau de crypto-monnaies ou un réseau de blockchain fonctionne, ben, il faut qu'il y ait des validateurs qui acceptent de le faire fonctionner. Ces validateurs, ils font fonctionner en continu une machine qui leur a coûté quelque chose, et que ça leur coûte de l'électricité de base, je dirais, pour faire fonctionner cette machine. Et puis ils font un certain travail de surveillance, parce qu'il faut faire les mises à jour, etc. Donc c'est normal qu'ils reçoivent une récompense, une rémunération. Bon. De la même façon, ceux qui utilisent le réseau uniquement pour détenir des comptes, détenir des bitcoins, bah, c'est normal qu'ils payent quelque chose, et qu'ils payent quelque chose à ceux qui font fonctionner le réseau. C'est une logique économique tout à fait
basique. Alors c'est le cas parce que quand vous faites une transaction en Bitcoin, vous devez laisser une commission associée à la transaction qui peut être assez faible et puis ça dépend de règles un peu complexes. Mais par exemple, aujourd'hui, elles vont être de l'ordre de $1 pour une transaction, quel que soit le montant d'ailleurs. C'est ça qui est un peu étonnant aussi au début. Mais, donc il y a effectivement une double rémunération qui est donnée aux validateurs, donc au réseau du Bitcoin, qui est celle de la nouvelle création de la création de nouveaux bitcoins, donc 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes, plus les commissions que versent les validateurs. Et quand il n'y aura plus de nouveaux bitcoins qui seront créés, il n'y aura plus que les commissions qui sont versées par les utilisateurs que toucheront les validateurs. Mais juste peut-être pour clarifier, parce que... Je ne suis pas clair. Non, mais pour ceux qui connaissent, c'est clair. Tu me dis après si je me trompe. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est les validateurs, c'est ceux qui prennent le registre tel qu'il est, toutes les pages dont tu as dit, et qui rajoutent une page avec les nouvelles transactions. Et ils ne font pas que ça. Ils font pas que ça, mais c'est quand même ça. Ils font d'abord ça, c'est-à-dire rajouter ces transactions, et après ils vont dire, j'imagine, que tout est cohérent, et cette page va être reconnue comme la nouvelle. Ouais, en fait, c'est un petit peu plus simple que ça, parce qu'en fait, il suffit qu'ils soient d'accord sur la nouvelle page rajoutée. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier que ce qui est derrière, parce que l'accord a déjà été donné sur ce qui est derrière. Donc le travail de validation, il ne consiste pas à reparcourir toute la blockchain à chaque fois. Enfin, le travail des gens, comme tu dis, qui font marcher la blockchain, c'est les gens qui ajoutent des pages, et le consensus, c'est tout le monde est d'accord sur la page ajoutée. Voilà, de toute façon, on peut dire les choses plus simplement. Ils font fonctionner le réseau, c'est normal qu'on les paye. Mais alors, il se pose un problème, c'est comment distribuer cette rémunération. Alors, l'idée qui vient en premier, ça serait de dire, ben voilà, il y a tant de bitcoins à distribuer telle 10 minutes, donc 6,25 plus les commissions qui sont associées à une nouvelle page. On va compter combien il y a de validateurs, et puis on va leur envoyer une partie de chacun de cet argent-là. Ou une autre méthode qui serait à peu près équivalente, on va en choisir un au hasard. S'il y en a 15 000, on va choisir un nombre entre 1 et 15 000, et on va attribuer un numéro à chacun, et si on tombe sur le numéro 797, ben c'est le validateur 797 qui touchera l'incitation. Donc ça, c'est deux méthodes qui sont équivalentes en fait sur le long terme, et qui sont tout à fait a priori naturelles. Sauf que, comme les validateurs sont anonymes, quelqu'un peut se présenter sous deux identités. À ce moment-là, il touchera deux fois plus souvent la validation si elle est tirée au hasard, ou il touchera deux parts de la validation si la validation si l'incitation a été divisée par le nombre de... Puis je dis deux, mais il peut se présenter sous 10 identités différentes, sur 1000 identités différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque sibylle. C'est-à-dire, on multiplie les fausses identités pour en tirer un bénéfice. Et là, le bénéfice, il serait très clair. Si la distribution se faisait par cette méthode uniforme, soit en divisant la somme qui doit être distribuée par le nombre de validateurs, soit en faisant un tirage au sort qui donne une probabilité équivalente à chacun des validateurs, la blockchain serait soumise aux attaques cibylles. Et ça perturberait complètement le fonctionnement. Il y aurait des millions de prétendus validateurs, mais qui en fait représenteraient qu'un nombre limité. Donc il fallait trouver quelque chose. Et Nakamoto, il a quand même bien réfléchi à son truc. C'est quelqu'un ou une équipe de personnes qui connaissent très bien les problèmes de cryptographie et de réseau pair à pair. Et donc il a utilisé la méthode de la preuve de travail. Et la méthode de la preuve de travail, ça consiste à dire, à chaque période de 10 minutes, il va y avoir un concours de calcul qui va être lancé. Ce concours de calcul, il nécessitera de disposer d'une certaine puissance d'un type particulier pour être celui qui va être choisi. Donc, ça va se faire un petit peu comme un système au hasard. Donc le problème qui est posé, on ne peut pas le résoudre, je dirais, par une méthode mathématique astucieuse, on est obligé de le résoudre brutalement. Comme si vous cherchiez à remplir une grille de Sudoku en mettant des chiffres au hasard. Bon, ce n'est pas le cas quand on résout un Sudoku, on réfléchit et on trouve des contraintes d'une case à l'autre, mais on pourrait imaginer cette méthode-là. Le problème qui a été mis dans le fonctionnement du réseau Bitcoin, c'est un problème qu'on ne peut résoudre qu'en procédant au hasard, qu'en procédant par des essais au hasard. Et donc, le problème, il est posé à tous les nœuds validateurs, et chacun dispose d'une certaine puissance de calcul. Il y en a qui vont... Alors, pour être précis, le travail à faire, c'est calculer des SHA 256. Je ne veux pas trop donner de détails dessus. Donc, si vous êtes capable de calculer 100 000
SHA 256 par seconde, vous aurez une certaine puissance de calcul qui vous permettra de gagner, par exemple, on va dire 1% dans 1% des cas. Si vous disposez de 10 fois plus, vous gagnerez dans 10% des cas au lieu de 1%. Donc plus vous allez disposer de la puissance de calcul, plus votre probabilité d'être choisi comme validateur et comme celui qui va toucher l'incitation sera grande. Et donc il est né de ce système qu'on appelle la preuve de travail, il est né de ce système une compétition entre les validateurs. Les validateurs ont commencé par acheter plusieurs machines pour calculer le plus possible de SHA 256 de manière à avoir une proportion de la puissance du réseau qui soit la plus grande possible. Mais quand de nouveaux validateurs arrivent et qu'ils achètent de nouvelles machines, le nombre de SHA 256 qui est calculé par seconde, il augmente. Le réseau, il adapte la distribution à cette augmentation. C'est-à-dire le réseau, il s'adapte au nombre de SHA 256 que le réseau, globalement, est capable de calculer, ce qui fait que la période de distribution, elle reste de 10 minutes. 10 minutes environ, ce n'est pas 10 minutes exactement. Et donc, au fur et à mesure des années, la puissance de calcul qui a été utilisée pour calculer les SHA 256, elle a augmenté, elle a augmenté, elle a augmenté. On a utilisé des cartes graphiques dans un premier temps, ce qui est une façon de calculer un peu plus efficacement que d'utiliser les processeurs de base. Et puis après, on a fabriqué des circuits spécialisés, des circuits ASIC, qui calculent le SHA 256 très vite. Et aujourd'hui, on en est là depuis longtemps. Et il y a des millions, en fait des dizaines de millions de circuits ASIC qui calculent à chaque instant des SHA 256 et qui en calculent une quantité absolument astronomique. Donc c'est la course folle à la puissance là, que je mentionne. Et les nombres auxquels on arrive sont absolument sidérants. Aujourd'hui, en haut de cette courbe-là, ce qui correspond au mois d'avril 2022, on en est à 210 puissance 18, c'est-à-dire à 2 10 puissance 20 calculs de SHA 256 par seconde. C'est absolument énorme. 2 multiplié par 10 puissance 20. 10 puissance 20, c'est 100 milliards de milliards. Alors, même si on utilise des circuits qui sont de plus en plus efficaces, ça c'est vrai, la quantité d'électricité qui est dépensée pour les faire fonctionner, elle a quand même augmenté. Et c'est une illusion de croire que parce qu'on va fabriquer des circuits ASIC de plus en plus efficaces, que ça va faire diminuer la consommation du réseau Bitcoin. La consommation du réseau Bitcoin, elle vient de la compétition qu'il y a entre les validateurs, qui sont prêts à dépenser tant d'argent pour acheter des circuits, plus tant d'argent pour acheter de l'électricité. Et donc, si les circuits ASIC progressent, ils vont simplement calculer plus de SHA, mais ils vont continuer à consommer une quantité d'électricité qui sera d'autant plus croissante que la compétition sera élevée. Vas-y. Petite remarque pour fixer les idées. Vous m'entendez là ? Comme ça. Une petite remarque pour fixer les idées, parce que là, il y a des chiffres, mais on imagine ce que c'est qu'un nœud validateur. Au début, on imagine c'est un petit ordinateur. Quand vous voyez les photos, c'est des véritables data centers. J'en ai, je sais pas, une photo. Alors, ça c'est le genre de machine. Voilà, mais ça prend des hangars qui peuvent être grands comme ce palais des congrès, des ordinateurs là-dedans pour calculer des SHA, et c'est des trucs gigantesques. C'est des usines. C'est des usines. Et il y a des millions. Il faut vraiment le voir. Des millions de machines du type de celles qu'on voit à droite sur le schéma, qui sont des machines assez puissantes. C'est en quantité d'électricité dépensée, c'est à peu près 10 fois celle d'un ordinateur de base. Donc, le nombre de machines de ce type-là qui fonctionnent et qu'on met donc sur des étagères, comme sur cette photo ou sur cette photo-là, il est colossal et il y en a des machines de ce type-là, il y en a à peu près 2 millions aujourd'hui qui fonctionnent en continu et qui brûlent de l'électricité pour calculer des SHA 256. Alors il faut bien savoir que l'analogie avec l'histoire de la grille de Sudoku qu'on remplit au hasard, elle est parfaitement vraie. Si quand vous remplissez, c'est pas bon, vous effacez tout de suite. Donc les machines qu'on voit ici, sans arrêt, elles calculent des SHA 256, et si le résultat n'est pas ce qui est attendu par le concours de calcul à cet instant-là, le résultat est tout de suite effacé. Ça semble quand même totalement absurde. Comment ?
C'est les nœuds validateurs dont on parlait tout à l'heure qui cherchent une seule chose, à faire. Ils maintiennent la blockchain, mais ils espèrent gagner chaque 10 minutes les 12 ou les 6,5 ou les je ne sais pas combien de bitcoins, parce qu'ils vont être les plus rapides à résoudre le petit problème mathématique. Qui les détient? Tous ceux qui veulent participer à ce travail industriel. Celle-là, c'est une usine chinoise, je pense. C'était une usine chinoise, mais alors maintenant, les usines chinoises, elles ont fermé, j'en parlais plus tard. Mais ça, c'est une photo qui doit dater d'un peu plus d'un an. Ça devait être une usine chinoise. Donc, si vous voulez, le problème, il est industriel. Oui, mais sauf qu'en France, ça ne marche pas parce que l'électricité est trop chère. Il y a des pays où on peut acheter de l'électricité beaucoup moins chère, moins de 5 centimes le kilowattheure. Et du coup, c'est dans ces pays-là, ou dans les lieux où on peut acheter l'électricité pas chère, que le minage se fait. En France, il n'y a pas de minage qui se fait. Il y a des gens qui détiennent des machines, qui les font travailler au Kazakhstan ou ailleurs, mais il n'y a pas de gens qui font du minage en France, ou très très peu. À l'époque où, c'est-à-dire qu'il y a un an, la Chine était le premier mineur, donc on parle de minage dans ce cas-là, au monde. Et donc le pouvoir, y compris de faire évoluer le protocole Bitcoin, il était détenu par les Chinois. Ce qui était un peu inquiétant, mais apparemment les défenseurs du Bitcoin trouvaient ça très bien. Enfin bon. Il s'est passé quelque chose qui les a rassurés, c'est que la Chine a réellement interdit le minage en Chine et a réellement mis fin au minage en Chine. Et d'ailleurs, ça correspond au creux qu'on voit ici. La courbe du minage, elle était croissante, et puis, alors c'est à peu près au mois de juillet 2021, réellement, le gouvernement chinois a interdit le minage en Chine. Ça a baissé de moitié la puissance de calcul, donc le nombre de SHA 256 qui était calculé par seconde. Et puis, quand ce nombre de SHA 256 a été divisé par 2, c'est devenu très, très, très rentable d'acheter une machine, même si on payait l'électricité un peu plus cher que 5 centimes le kilowattheure, et de se mettre à miner. Et c'est pour ça que, rapidement, en quelques mois, on a dépassé le point où on en était quand les Chinois minaient. Et aujourd'hui, le minage, il se fait beaucoup aux États-Unis, au Kazakhstan, au Québec, il y en a aussi, je crois en Suède aussi. Pour revenir sur votre question, c'est pas parce qu'il faut être des gros avec des moyens que ça ne resterait pas décentralisé. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais plus combien tu disais, de 15 000 nœuds de minage. Vous et enfin toi et moi, on ne peut pas nous être, enfin à ma connaissance, être nœud de minage parce que c'est un investissement énorme. Il n'empêche que ça reste décentralisé parce qu'il y a 15 000 nœuds et qu'il faut qu'ils soient tous, enfin qu'il y a le consensus qui se fait. C'est pas tous d'accord, mais il y a un consensus qui se fait. Donc ça reste décentralisé, même si ce n'est pas accessible à tout le monde. Versus un tiers de confiance unique, par exemple le système de compensation bancaire unique, ça reste décentralisé. Et pour fixer les idées, on disait par exemple 6 bitcoins générés toutes les 10 minutes. Faites le calcul à 40 000 €, la valeur c'est 240 000 € toutes les 10 minutes. Donc ce que ces gens-là ont à gagner, c'est quand même 240 000 € toutes les 10 minutes. Ça peut valoir le coup de faire des gros investissements. C'est pas... ça fait, alors, je ne sais pas si c'est exactement 5, mais c'est un peu de l'ordre de 5 milliards d'euros tous les ans à gagner, à se partager. Donc vous êtes prêt à acheter des machines, vous êtes prêt à acheter de l'électricité. Et du point de vue industriel, c'est tout à fait rationnel. Vous avez un certain gain, qui sont les bitcoins que vous allez gagner, et vous avez un certain coût, c'est les machines que vous achetez, l'électricité que vous achetez. Quand il y a trop de concurrence, alors c'est arrivé, alors je ne sais pas si on le voit très bien sur cette courbe, ça doit être par ici. Non, c'était avant, on ne le voit pas sur cette courbe-là. Il y a une époque, quand le bitcoin est passé de 20 000 à 3 000, je vous en ai parlé tout à l'heure, où, à fur et à mesure que le cours baissait, c'était plus rentable pour certains mineurs de miner. Et donc, la puissance de minage a diminué. Mais la règle générale, c'est plutôt la courbe que vous avez là sous les yeux. Mais la logique, elle est sur un plan industriel, c'est comme construire fabriquer des vélos ou des voitures. Il y a un certain coût, on peut en tirer une certaine somme d'argent. Ben oui, et il n'y a rien d'irrationnel. Oui. Oui, alors du point de vue éthique, je trouve qu'effectivement, c'est tout à fait scandaleux, je dirais même plus, de détenir des bitcoins. Alors là, quand je dis des choses comme ça, je fais hurler les défenseurs de bitcoin. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que
je ne l'ai pas encore dit, mais il y a un autre moyen que la preuve de travail de distribuer l'incitation. Et cet autre moyen qui s'appelle la preuve d'enjeu, et qui est utilisé par d'autres blockchains que le Bitcoin, il ne dépense pas d'électricité. Et donc, tous ces calculs de SHA 256, d'une certaine façon, ils sont stupides. Ils brûlent de l'électricité pour rien. Et quand vous détenez des bitcoins, vous contribuez à maintenir son cours. Et donc, vous contribuez à ce qu'on brûle de l'électricité pour rien. Donc, sur un plan éthique, c'est parfaitement indéfendable. Bien sûr. L'électricité. Alors, les défenseurs de Bitcoin, parce que c'est la suite de mon exposé. Non, la question elle est un peu différente, Jean-Paul. La question ici, c'est de dire. Ça pourrait servir à autre chose, oui. Non, ce que toi tu vas dire, c'est que l'électricité qui est dépensée là pour être servie à quelque chose. Ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est que plutôt que de faire un calcul stupide de SHA, est-ce qu'on pourrait pas faire un calcul qui est utile, je sais pas moi, de cryptage du génome? Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut que le calcul. Oui, non, mais c'est une bonne question. Vous inquiétez pas, les gens se la sont posées. Il faut un calcul d'un type particulier pour que les validateurs puissent vérifier que celui qui prétend avoir gagné le concours de calcul l'a gagné. Il faut que ce soit très long de réussir à gagner le concours de calcul, mais il faut que ce soit instantané de vérifier que celui qui prétend l'avoir gagné l'a gagné. Et donc, ce n'est pas n'importe quel calcul. Il y a un type de calcul concernant les nombres premiers qui a été proposé, et d'ailleurs il y a une monnaie qui s'appelle Primecoin qui est basée dessus, qui avait une certaine utilité, sauf que c'est quand même une bonne blague, parce que ça calculait des grands nombres premiers qui avaient une certaine propriété. Ça intéresse quelques mathématiciens, mais j'en connais aucun qui s'intéresse. Mais là, et par contre, il n'y a pas d'autres calculs, en tous les cas, qui se soient imposés, qui auraient une utilité et qui auraient les propriétés voulues pour servir de preuve de travail. Ce matin, tu donnais, quand tu as parlé des bitcoins dans une autre session, une bonne image de ce calcul stupide. En fait, c'est comme si on devait jeter les dés jusqu'à ce qu'on ait 3-6 qui sortent. Donc vérifier qu'on a les 3-6 qui sortent, c'est immédiat, je les vois. Par contre, trouver les 3-6, il faut jeter un certain nombre de choses. C'est exactement ça. Et si c'est pas 3-6 parce qu'il y a, je veux dire, beaucoup il faut que ça dure les 10 minutes, eh ben on va dire 86. Et donc, vous achetez des machines pour jeter des dés et pour dire... Alors, on suppose que ce n'est pas des dés qu'on jette parce qu'on veut tricher avec des dés. Mais c'est complètement cette idée-là. C'est aussi stupide de calculer ce que tu disais là que de jeter des dés. Et on paye des machines à jeter des dés jusqu'à ce qu'on ait des 6 pour que les gens disent « Ah oui, c'est vous le premier qui avez généré les 6 ». Exactement. Et alors là vous avez la courbe de... alors, le calcul de la consommation d'électrique du réseau, il y a eu une polémique à une époque, mais maintenant il n'y en a plus. Parce qu'il y a plusieurs sites qui font ce calcul, et moi-même, je sais les faire, et je tombe sur des chiffres qui sont tout à fait comparables à celui que je montre ici. Il est faisable de manière assez précise si on cherche à savoir quelle est la consommation minimale que la puissance du réseau tel qu'il est aujourd'hui exige. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la puissance de calcul, le nombre de SHA 256 que peut calculer telle machine et combien d'électricité elle dépense. Donc si on suppose que tous les mineurs disposent de la meilleure machine aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y en a qui disposent de machines qui datent d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans, etc. Donc si on fait cette hypothèse qui est tout à fait optimiste, on arrive à la courbe qui est en pointillé, là, celle qui est en bas, et qui correspond aujourd'hui à 60 TWh par an. 60 TWh par an, ça correspond à 7 réacteurs nucléaires, puisqu'un réacteur nucléaire de taille moyenne, c'est 8 TWh par an. Donner l'ordre de grandeur, en France, la consommation est de l'ordre de 450 TWh. Donc vous voyez, la consommation France, et quand on parle de transition énergétique, les projections différentes vont de 600, donc on va dire de 500 TWh à 900 TWh. Il y a toute une controverse pour savoir qu'est-ce qu'on aura besoin dans la transition énergétique. Donc vous êtes 60 TWh versus aujourd'hui 450 TWh. Donc c'est gigantesque, c'est pas marginal, c'est des consommations comme le véhicule. Donc c'est 60, alors c'est 60 au minimum en faisant les hypothèses les plus positif possible pour avoir des chiffres bas. Et puis, tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins 2 fois plus, 3 fois plus. Et donc là, j'ai mis 200 TWh, c'est-à-dire 25 réacteurs nucléaires. C'est beaucoup plus que toutes les éoliennes de France. Disons quand même quelque chose, c'est que si une partie de ces fermes de minage sont peut-être sur des énergies renouvelables, un certain nombre vont être sur des énergies fossiles. Bien sûr, il y a du charbon qui est brûlé, des choses comme ça. On est sur une consommation gigantesque qui
Mais même celles qui sont sur des énergies renouvelables, l'électricité qui est utilisée pour faire ces calculs de SHA 256 pourrait être utilisée pour, par exemple, produire de l'hydrogène gazeux qui servirait ensuite de carburant pour les voitures. Donc c'est complètement absurde, surtout que, ce que je vais expliquer si j'y arrive, que la preuve... Je m'excuse de comme on a eu du retard. Est-ce qu'on peut donner jusqu'à 19h30 ? Ça va tout le monde ? D'accord. Donc, surtout qu'il existe un autre procédé de fonctionnement de la distribution de l'incitation qui ne nécessite pas cette énergie. Alors, donc j'en parle tout de suite. Voilà. La preuve de travail, elle est mise en opposition avec un autre système de distribution, de désignation, qui va aussi s'opposer aux attaques civiles, parce qu'en fait, c'est ça le but de la preuve de travail, c'est de faire que la preuve, que les attaques civiles ne puissent pas être valides. Et alors, je n'ai pas expliqué pourquoi. Pourquoi est-ce que quand un système fonctionne sur la preuve de travail, les attaques civiles ne sont plus valables ? Si vous disposez de, on va dire, 10 unités de calcul de SHA 256, que vous apparaissiez sous une identité ou vous apparaissiez sur deux, ça ne va pas augmenter vos chances d'être tiré, d'être celui qui va gagner. Parce que vous disposez de 10 unités de calcul de SHA 256, que vous apparaissiez sous une identité ou sur 2 ou sur 1000, ça ne changera rien. Et donc, mener une attaque civile devient inutile quand on utilise la preuve de travail. Mais il y a un autre système qui produit le même effet, c'est-à-dire rendre inutile, rendre inopérantes les attaques civiles, c'est la preuve d'enjeu. Et l'idée, elle est très simple. L'idée, c'est de dire, voilà, quand vous disposez d'un certain nombre je vais dire de bitcoin, bien que le bitcoin, pour l'instant, il ne fonctionne pas avec la preuve d'enjeu. Quand vous disposez d'un certain nombre de jetons de la crypto-monnaie, vous en mettez en séquestre, sous séquestre sur la blockchain. C'est-à-dire que vous en perdez le contrôle et la distribution de l'incitation va se faire proportionnellement à la somme que vous avez mis en sous séquestre. Alors là, c'est la même chose. Ça résiste effectivement aux attaques civiles parce que si vous disposez de 100 jetons, que vous les mettiez sous un nom, 50 sous séquestre sous le nom 1 et 50 sous séquestre sous le nom 2, ça va vous donner la même probabilité d'être tiré au sort que si vous le mettez sous deux... Enfin, non, je bafouille. Sous un nom, ça va vous donner la même chose que si vous le mettez sous 2 fois 50. 1 fois 100 ou 2 fois 50, ça va donner la même chose, ou 10 fois 10, ça donnera la même chose. Donc ça ne sert à rien de mener des attaques civiles, donc ça protège contre les attaques civiles, et ça permet d'avoir un système. Après, il faut le regarder en détail, parce qu'il y a beaucoup de différences quand même entre la preuve de travail et la preuve d'enjeu. J'ai écrit tout un papier où il y a 14 différences qui sont identifiées et détaillées concernant les différences entre le fonctionnement d'une crypto-monnaie à base de preuve de travail et à base de preuve d'enjeu. La plupart des différences sont à l'avantage de la preuve d'enjeu. Est-ce que tu peux quand même, pour être sûr de bien comprendre la preuve d'enjeu, je mets 100 jetons en séquestre. Ouais. Séquestre, ça veut dire que j'en ai pas le contrôle, mais ils m'appartiennent encore. Tant Ouais. que quelque chose n'est pas fait, je peux le retirer. Voilà, on peut le retirer. Tu peux expliquer un peu en quoi... Alors, quelle est la différence ? Quand vous mettez sous séquestre, et, voilà, vous participez au prochain tirage dans les 10 prochaines minutes, au suivant, etc. Puis quand vous en avez assez, vous retirez. Vous n'avez rien dépensé. Vous avez juste participé pendant un certain temps en renonçant à la propriété des bitcoins que vous avez mis sous séquestre pendant cette période-là. Et d'une certaine façon, c'est assez comparable à la preuve de travail, sauf que la preuve de travail, c'est vous mettez de l'argent sous séquestre, mais en fait, il se consomme parce que vous achetez de l'électricité avec, vous achetez des machines. Et donc, c'est ce que j'ai écrit là sous cette phrase. La preuve de travail, c'est une preuve d'enjeu qui ne rend pas les mises. Et c'est quand on voit la preuve de travail sous cet angle-là qu'on perçoit à quel point c'est absurde, puisque les gens qui utilisent la preuve de travail, ils dépensent aussi de l'argent pour acheter des machines et de l'électricité, mais ils ne le récupèrent pas. Alors que les gens qui utilisent un système de preuve d'enjeu, ils déposent de l'argent, et puis si au bout d'un jour ou d'un mois, ils en ont assez, ils récupèrent l'argent qu'ils ont mis. Bon. Donc, ça rend complètement indéfendable l'idée de soutenir la preuve de travail. Je ne parle pas de cette histoire-là. Et je me suis permis d'écrire des articles avec des titres du genre « Le réseau Bitcoin est une erreur follement coûteuse, c'est le plus gros bug de l'histoire ». D'une certaine façon, c'est un bug, parce que Satoshi Nakamoto n'a pas pensé à la preuve d'enjeu.
Elle est un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre réellement concrètement, mais on sait le faire et on le fait très bien aujourd'hui. Il y a toutes sortes de crypto-monnaies qui fonctionnent avec la preuve d'enjeu. Et donc, en choisissant dans la conception de son protocole de fonctionnement du Bitcoin d'utiliser la preuve de travail, c'est comme s'il avait commis une erreur de programmation de ne pas utiliser la preuve d'enjeu. Donc c'est un bug, et moi je me permets de dire que c'est le plus gros bug de l'histoire. Je ne suis pas le seul à dire des choses comme ça. Hein. Oui, alors... Non, mais c'est une très bonne question. Ethereum, qui fonctionne en preuve de travail, envisage de le faire, et il devait le faire cette année au mois de juin, mais c'est repoussé de quelques mois encore. Ça fait plusieurs fois qu'il le repousse. Mais il l'envisage, et il y a vraiment un travail qui a été fait auprès des mineurs pour Ethereum, pour qu'ils l'acceptent, et puis il y a une sorte de transition qui est faite, qui rend la chose acceptable. Par contre, dans le fonctionnement du Bitcoin, aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu pour passer à la preuve d'enjeu. Je ne dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, personne ne s'en occupe, et la raison qui fait douter que ça va pouvoir se faire, c'est qu'en fait, le changement de protocole, il se fait par des systèmes de vote, et le poids des votes de ceux qui votent dans un changement de protocole, il est proportionnel à la puissance de calcul dont ils dépendent. Donc aujourd'hui, ceux qui gagnent des bitcoins parce qu'ils ont de la puissance de calcul sous la main, ce sont eux qui décident ou pas de changer le protocole. Donc ils ne sont pas d'accord pour le changer parce qu'ils ont acheté des usines comme celle qu'on a vue tout à l'heure, et ils ne veulent surtout pas y renoncer. Oui, j'ai répondu. Oui. On peut migrer de l'un à l'autre, c'est pas très facile, c'est pour ça qu'Ethereum a du mal à le faire. Mais moi, je suis très, très confiant sur le fait qu'il va le faire, parce qu'ils ont vraiment les gens qui gèrent un petit peu les mises à jour, etc., et qui proposent les mises à jour, parce que c'est toujours le réseau qui vote. Hein. Quand c'est décentralisé, ça veut dire qu'y compris les mises à jour sont effectivement soumises au vote. Mais il y a vraiment un travail qui a été fait de la part des gens qui conçoivent l'évolution d'Ethereum, qui fait que je pense que le passage à la preuve d'enjeu va se faire. Donc là, j'ai à peu près fini tout. Ouais. Non mais bon, allez, j'arrête tout. Enfin bon. Oui, alors, non, mais il y a tout un débat. Alors moi, je vais être très honnête, puisque tout à l'heure on parlait de ça. Donc il y a effectivement une controverse sur savoir si la preuve de travail est plus sécurisante que la preuve d'enjeu. Bon, moi, je fais partie des gens, et j'ai regardé les choses d'assez près, mais je ne suis pas le seul. Et par exemple, les gens d'Ethereum, ils sont d'accord avec cette idée, puis bien d'autres. Ceux qui créent de nouvelles crypto-monnaies les créent toujours avec la preuve d'enjeu. Ils ne les créent pas avec la preuve de travail. Mais il y a des gens qui défendent que la preuve de travail sécurise mieux. Mais alors c'est là où je voulais en venir, on disait que l'esprit critique devrait fonctionner, c'est qu'en fait aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies, il est en quelque sorte malsain. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin, on va dire, à 100 €, puis maintenant il en vaut 40 000, et qui ont gagné des centaines de milliers d'euros ou de dollars, ou voire des millions, et qui ne veulent surtout pas que le cours du Bitcoin baisse. Or, si on commençait à déclarer qu'on va changer de protocole, ou si on commençait à dire que la preuve d'enjeu est supérieure vraiment à la preuve de travail, ou au moins équivalente, ça ferait baisser le cours du Bitcoin. Et donc, il y a tout un lobby pro-Bitcoin qui défend la preuve de travail avec toutes sortes d'arguments, et je les connais par cœur. Je me suis amusé à répondre à ces arguments-là dans plusieurs blogs que j'ai publiés, mais qui sont bien connus de tout le monde. Et donc, il y a une sorte de désinformation qui est faite par le lobby pro-Bitcoin, désinformation qui a une origine très simple. Ces gens-là détiennent beaucoup d'argent sous la forme de Bitcoin, et ils ne veulent pas que le cours du Bitcoin baisse. Et donc, la situation, moi, je trouve qu'elle est très malsaine. Et elle est très malsaine pour une raison profonde, c'est que moi, je crois qu'il y a un intérêt à ce qu'il existe des crypto-monnaies anonymes, au moins jusqu'à un certain montant, etc. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les blockchains, c'est un concept intéressant. Mais ce blocage et ce lobby qui maintient l'absurdité de fonctionnement du Bitcoin, d'une certaine façon, il retarde l'évolution technologique du domaine des crypto-monnaies et des blockchains. Et donc, il y a quelque chose qui est absurde et qui est profondément malsain aujourd'hui dans la situation du monde des crypto-monnaies et des blockchains. Il y avait deux questions. Moi, j'en pose une au passage.
faudra pas terminer la session quand même sans dire finalement, parce qu'on a l'impression quand on parle des blockchains et des crypto-monnaies que c'est finalement un truc pour faire des transactions entre crypto-monnaies et pour spéculer. Il y a quand même un intérêt de tous les gens qui travaillent, un certain nombre de personnes qui travaillent sur la blockchain, sur un certain nombre d'applications. Tu as évoqué Bien sûr. pouvoir le faire sur les smart contracts. Donc on n'est pas simplement sur un bon objet mathématique, c'est vrai qu'il est magnifique, sur une innovation qui est une belle innovation, et puis il y a de la spéculation et puis des échanges de monnaie. Non, il y a tout un champ. Oui. Tu pourras peut-être en dire deux mots. J'ai vu qu'il y avait deux questions. Peut-être dire un mot qu'il y a quand même une innovation derrière qui a des potentialités tout à fait intéressantes au-delà de... Oui, alors j'ai expliqué au tout début de l'exposé l'intérêt de partager une information qui soit bien sécurisée. Bon, alors, et j'ai dit que les crypto-monnaies, c'est quand cette information, ça correspondait aux transactions, aux créations de nouveaux jetons sur certains comptes et aux transactions. Mais on peut stocker sous la forme d'une blockchain toutes sortes d'informations. Ça peut être des informations concernant... non pas des choses monétaires, mais des informations concernant les assurances. Je sais qu'il y a des systèmes de blockchain qui fonctionnent pour partager des informations entre assurances. Il y a des systèmes de blockchain qui fonctionnent pour faire le suivi de produits, par exemple des conteneurs qui passent de port en port. Ça peut servir à d'autres choses qui sont non monétaires. Donc, ce développement de la blockchain n'intéresse en général pas beaucoup les gens qui font des crypto-monnaies parce qu'ils sont obsédés par le cours qui baisse ou qui monte. Mais il y a tout un développement qui est très important d'applications utilisant ce principe de sécurisation de l'information entre des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, qui peuvent être concurrents, parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Quand vous mettez de l'information sur une blockchain, vous pouvez ne pas être d'accord avec ceux qui la mettent. Simplement, si vous la mettez, c'est qu'il y a eu une sorte de consensus d'accord qui s'est fait. Et donc, cette information ensuite ne pourra plus être modifiée, on ne pourra plus la contester, on ne pourra pas la remettre en cause. Donc, cette façon de s'accorder entre plusieurs acteurs, en particulier dans une chaîne logistique, c'est un moyen intéressant de partager de l'information sans que cette information soit détenue par un des acteurs plutôt qu'un autre. Alors, comme on va gérer le temps, il reste 6 minutes, qui veut encore prendre la parole? Donc, il y a une personne, j'avais vu 2... 3, pas de regret. Ça a été répondu. Alors, oui, non, ça a été répondu, donc 2, 3, voilà. On prend 3 personnes et puis... Oui, je suis désolé de soulever ce point. Je sais qu'on est très précis par le temps. Juste, vous avez mentionné plusieurs fois que les mineurs, les validateurs, pouvaient changer le protocole, payer une partie de ce pouvoir. Mais les changements dont nous parlons, comme le changement vers la preuve d'enjeu, nécessite ce qu'on appelle un hard fork. Oui. Et le choix des deux branches du hard fork se fait généralement par les spéculateurs. C'est ça, puisque c'est général. Oui, mais le travail qui est fait aujourd'hui sur Ethereum, c'est de convaincre les validateurs qui fonctionnent en preuve de travail, donc qui gagnent de l'argent en minant, que progressivement, ils vont devoir passer, parce que ce n'est pas instantané, à un système où ils seront rémunérés en fonction des enjeux qu'ils auront mis sous séquestre. Et ce passage peut se faire de manière continue. Et il peut se faire, et c'est ce qui est prévu pour Ethereum, de manière à ce que l'intérêt qu'il y a à miner petit à petit décroisse. C'est-à-dire que la partie de la somme d'argent qui va être distribuée ou qu'on va pouvoir gagner en faisant du minage va progressivement diminuer au fur et à mesure que la partie qu'on pourra gagner en mettant de l'argent sous séquestre va augmenter. Et donc, il y a une possibilité, c'est assez compliqué, mais les gens d'Ethereum ont réfléchi à ça beaucoup et c'est possible, oui. Je comprends, mais pourquoi est-ce que c'est aux validateurs à convaincre? Pourquoi il faut convaincre les validateurs des mineurs et non pas les utilisateurs? Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sont les validateurs qui vont prendre cette... Parce que, voilà, quand on fait des mises à jour ou des corrections ou des perfectionnements, donc en fait, sur un plan très concret, comment ça fonctionne? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un validateur? Un validateur, c'est un ordinateur qui contient un programme qu'on appelle un client du réseau, et il change de client du réseau. Et donc, régulièrement, il y a des modifications, donc on change le client du réseau. Il faut que ces modifications, ces changements du client du réseau soient faits simultanément, ou presque simultanément, sur tous les nœuds du réseau. Sinon, ça crée des problèmes, mais il y a une communication entre les validateurs. Il y a des informations qui circulent, qui ne sont pas simplement celles directement sur le réseau. Et donc, effectivement, ces validations se font correctement. Et donc,
tout le travail pour passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, c'est de changer ce client. Mais qui est-ce qui décide du changement? Ben, c'est ceux qui détiennent les clients. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord pour changer, ou s'il n'y en a que la moitié qui sont d'accord pour changer, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dédoublement, ce qu'on appelle un hard fork, du réseau. Et donc, pour que les choses se passent bien, il faut réussir à convaincre tous les clients du réseau, tous les détenteurs de clients du réseau, de faire le changement qu'on leur demande de faire à l'instant qu'on leur demande de faire. Et ça, donc, c'est un travail qui n'est pas du tout entrepris concernant le réseau Bitcoin, mais qui était entrepris concernant le réseau Ethereum. Donc, le passage est possible quand on en a la volonté et quand... Et il y a une autre raison qui explique que pour Ethereum, c'est plus facile que sur Bitcoin, c'est un peu plus subtil. C'est que le minage sur Ethereum, il n'est pas fait par des calculs de SHA 256. Il est fait par un autre algorithme qui, lui... En gros, aujourd'hui, les cartes graphiques, c'est toujours la bonne méthode parce que c'est difficile de construire des circuits ASIC qui fassent vraiment les calculs qu'il faut pour le minage de l'Ethereum. Il a été conçu exprès pour ça, ce procédé de minage de l'Ethereum. Et donc aujourd'hui, les gens qui font du minage Ethereum, ils ont l'espoir de revendre leurs cartes graphiques, alors que les gens qui font du minage Bitcoin, on ne fera rien des machines qu'ils ont achetées pour faire du minage Bitcoin. Donc, le Bitcoin est beaucoup plus coincé que Ethereum, aussi à cause des algorithmes de minage qui ne sont pas exactement les mêmes. Une question là, et puis après une dernière derrière. Si on arrivait rapidement à disposer d'ordinateurs quantiques vraiment puissants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Les progrès concernant les ordinateurs quantiques sont très lents. À ce moment-là, effectivement, le SHA 256, il serait compromis. Maintenant, récemment, j'assistais à une conférence sur les choses que prévoient les gens du groupe Ethereum. Les gens du groupe Ethereum, ils prévoient de changer les primitives qui sont quantum sensibles par des primitives cryptographiques qui ne sont pas sensibles, qui sont quantum résistants. Donc, il n'y a rien qui est fait du côté du Bitcoin, à ma connaissance, c'est pareil. Par contre, du côté d'Ethereum, ils envisagent déjà de pouvoir changer si ça se révèle nécessaire. Mais ça, ce n'est pas encore certain non plus. Hein. Maintenant, les progrès des ordinateurs quantiques, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux pour dire que c'est nécessaire. Il se peut que ça se fasse, mais il se peut aussi que ça coince à un moment donné et qu'on ne puisse pas calculer vraiment, obtenir des ordinateurs quantiques vraiment puissants, donc qui mettraient en danger le SHA 256 et d'autres choses. Au début, l'idée de Nakamoto, et moi j'étais très enthousiaste au début, je reconnais, elle semblait parfaite. Bah oui, n'importe qui avec son ordinateur allait pouvoir faire du minage. Et puis, là où les choses ont commencé à mal se passer, à mal évoluer, c'est quand des gens ont acheté 10 machines pour faire du minage, quand après on a utilisé des cartes graphiques, après des ASIC, etc. C'est là où les choses ont commencé à aller mal. Et vraisemblablement, Nakamoto n'avait pas envisagé ça, je pense. Il n'avait pas envisagé que ça prendrait cette tournure démente de dépenser l'équivalent, donc selon la façon dont on fait les calculs, de 7 réacteurs nucléaires ou de 20 ou 25, selon l'évaluation qu'on accepte de la dépense électrique. Je pense que Nakamoto s'est trompé. Nucléaire, ça serait décarboné. Si c'était que ça, ouais, ça serait déjà pas si mal. Non, mais c'est une bonne unité, je trouve. Ça fait peur. Je pense que ramener les 60 TWh ou 450 TWh de la France, ça donne quand même... Ouais, c'est une bonne idée. Enfin, voilà. En tout cas, merci. Je renvoie, tu tiens un blog, enfin, il y a plein d'articles qu'on peut les retrouver en ligne. Hein, en général, oui. Ouais. Voilà. On peut retrouver son adresse électronique, l'adresse de Jean-Paul, c'est facile à retrouver. Oui, vous tapez Jean-Paul Delahaye, alors, il y en a deux. Hein. Il y en a un qui est prof d'histoire et qui a occupé des fonctions au ministère. Bon, c'est pas lui. Et donc, n'hésitez pas à interagir. Jean-Paul répond à ses mails et allez lire ses articles. Ça va être passionnant. Merci Jean-Paul, puis merci à